Alcide Ponga, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alcide Ponga, vous êtes le premier président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie kanak et non indépendantiste. Vous avez été élu en janvier dernier dans un contexte politique et économique particulièrement tendu. On va revenir avec vous sur ces sujets de crise économique, de crise identitaire, mais tout d'abord, la première question que j'aimerais vous poser, c'est quel sens, à ce moment de l'histoire, vous donnez à votre élection? Je vais répondre en disant que je suis en même temps le président du 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, sans s'arrêter à ma personnalité, je suis le 18e président du gouvernement, donc issu d'une histoire politique de la Nouvelle-Calédonie où vous avez eu des présidents pour la majorité non indépendantistes depuis le début, notamment du Rassemblement, à l'époque de Jean Lec, de Pierre Frogier. J'avais moi-même quelqu'un de ma famille, Ponga Maurice, qui a été membre du gouvernement à ses premières heures de l'existence de ce gouvernement. Et donc voilà, donc pour moi, ce n'est pas une exception d'être mélanésien, kanak, en tant que président du gouvernement. Je pense que ça suit son cours, ça suit son histoire. Je vais dire aussi que je suis le deuxième mélanésien président, parce que c'est Louis Mapou qui a été le premier président mélanésien. Donc voilà, pour moi, ça n'a pas d'importance particulière. Ce sont des responsabilités que je dois à mon tour maintenant assumer, comme l'ont fait les 17 premiers présidents de gouvernement. Donc je suis là et j'assume. Alors j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos origines à Kawa et de l'influence de votre famille sur votre engagement politique? Ah, écoutez, il nous faudrait toute la journée pour parler de ça. Mais comme vous l'avez dit, je suis originaire de la tribu d'Amokassiori à Kawa, d'une famille qui est installée sur Kawa, je ne sais même pas depuis quand, c'est depuis des lustres. Hein. Ce que je sais, c'est qu'à Kawa, on a une certaine responsabilité coutumière, la famille, avec d'autres familles qui sont sur Kawa aussi. Mais je vais prendre par exemple pour la nouvelle Ignam, ben, je fais partie de la famille du clan qui mange l'igname avant tout le monde dans la vallée de Kawa. Et ça, ce sont des responsabilités que l'on doit assumer en tant que clan, en tant que famille. Donc moi, je proviens de cette famille-là. J'ai grandi à la tribu. J'ai grandi avec un papa qui était dans la politique et une maman qui a fait aussi de la politique. Mais avant d'être dans la politique, ce sont des parents qui étaient très investis dans l'enseignement, dans l'éducation, dans les colonies de vacances et puis également dans la religion. Donc je suis aussi issu d'une famille qui est très pratiquante, protestant. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'avec des parents qui sont dans l'enseignement, avec les 7 frères et sœurs que j'ai, nous avons été poussés à l'école, et notamment pendant la période des événements et tout, où on avait des parents qui nous disaient il y a cette revendication indépendantiste qui est posée sur la table par les cousins, la famille, parce que dans la famille même, on a des indépendantistes et non indépendantistes. À un moment donné, il faut que vous vous assumiez, il faut faire l'école. Donc, avec mes 7 frères et sœurs, je crois qu'il n'y a qu'un seul qui a eu juste le bac, mais le reste, le minimum, c'est bac plus 2. Donc voilà, donc on a tous été poussés par nos parents parce que, et ça je parle de 84, 85, 86, ils avaient pour eux comme mission de nous pousser à devoir assumer des responsabilités plus tard. Donc voilà un peu le contexte dans lequel j'ai grandi. Après, vraiment de façon très personnelle, j'ai aussi été élevé
à côté de la famille par un ancien chez moi que tous les gens de Kouawa connaissent, voilà, qui élevait des vaches et qui m'a forgé dans le travail de l'élevage et de l'agriculture. Et voilà, moi j'ai grandi dans le travail. Voilà. Travail, travail, travail. Parlons un peu économie. Et là, j'en reviens donc à votre rôle de président du gouvernement dans le contexte économique que l'on connaît actuellement. Là, fin juin, le dispositif du chômage partiel va s'arrêter. Quelles mesures vous envisagez pour essayer d'y pallier? C'est vrai que la situation économique de la Nouvelle-Calédonie, elle est très très critique. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup des émeutes de 2024, mais la situation économique, elle était déjà très très critique avant les émeutes. Voilà. Donc vous savez, moi je viens du monde du nickel. J'ai travaillé 24 ans à peu près dans le monde de la mine et de la métallurgie. Et les anciens disaient souvent à l'époque, quand le nickel va mal, la Calédonie va mal. Et cet adage, elle a été vérifié. Ça a été vérifié avant même que les émeutes arrivent, quand la Calédonie a commencé à rentrer dans la crise du nickel avec les problématiques de l'usine, du marché du nickel, etc., etc., on s'est retrouvé dans une situation très, très, très critique en termes économiques. Donc vous me posez la question sur le chômage. Donc il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place. Il y a eu d'abord le Covid en 2019 et ensuite en 2024, à la suite des émeutes de 2024, il y a eu le dispositif de chômage partiel qui a été mis en place. Christopher Gigès, en charge de l'économie, a travaillé avec les partenaires sociaux il y a un mois de cela pour discuter et voir notamment qu'est-ce qu'on faisait avec ces deux dispositifs. Parce qu'il y a le dispositif de chômage normal et il y a le dispositif de chômage partiel qui était pour accompagner des entreprises pour ne pas être amené à licencier. On a quasiment presque un an de pratique maintenant de ce dispositif-là de chômage partiel. Ce sur quoi on s'est accordé avec les partenaires, parce qu'il y a eu ces discussions entre partenaires sociaux, représentants de patronat, représentants de salariés, mais également représentants des institutions, ce sur quoi on s'est accordé, mais également parce qu'aussi, en termes budgétaires, on arrive à la fin des enveloppes. Ce sur quoi on s'est accordé, c'est de se dire, on va sécuriser et on va pousser à ce que le chômage normal soit assuré. Pour ce qui est du chômage partiel, le gouvernement s'inscrit plus dans des questions de relance économique pour que les gens n'aient pas à recourir au chômage partiel et que les gens puissent avoir un taux de travail à 100% et qu'ils puissent travailler 39 heures par semaine et 169 heures par semaine, par mois plutôt. Et donc c'est plutôt dans cet état d'esprit-là que les discussions ont été menées avec les partenaires. Parce que, oui, chômage partiel et tout, à l'époque, où il y avait peut-être des notions de sécurité ou d'insécurité, etc., etc. Mais aujourd'hui, il faut qu'on participe tous à la relance économique. Et la relance économique doit permettre au chômage partiel de s'éteindre également. Et je disais tout à l'heure aussi qu'on a aussi une contrainte budgétaire qui fait qu'à un moment donné, on ne pourra plus l'assumer. Et justement, la relance économique, le MEDEF dit lui-même que le chômage partiel ne pouvait pas durer éternellement et que en fait, le monde économique doit se relancer, mais doit se redéfinir aussi avec un marché qui a inévitablement évolué. Quels sont les axes principaux du plan de reconstruction économique que vous défendez pour cette relance économique? Pour moi, il y a deux pans de la relance économique. Quand je parle de deux pans, c'est-à-dire qu'il y a deux temporalités. La temporalité courte, c'est celle qui doit nous permettre de ne pas perdre les structures économiques qui sont encore là, mais qui sont dans une fragilité parce qu'il n'y a plus de travail, parce qu'il n'y a plus de commandes publiques, parce qu'il n'y a plus de commandes privées, parce que le secteur du nickel va mal, etc., etc. Donc, dans cette première temporalité-là, deux outils qui sont à disposition des collectivités. Un, c'est le budget qui a été voté au début d'année. Et donc, ce budget a dû permettre aux collectivités de continuer ou de reprendre les investissements qu'ils avaient arrêtés en 2024
pour des raisons des émeutes et pour des raisons financières également. Le deuxième outil à disposition des collectivités, c'est l'enveloppe qui a été mise à disposition par l'État de 24 milliards pour reconstruire ce qui a été détruit pendant les émeutes. Et donc pour moi, ce sont deux outils qui sont importants à très court terme pour éviter à ce que les entreprises déjà fragilisées, mais qui sont encore ici, puissent avoir du travail et reprendre. Et qui dit entreprise qui a du travail et qui reprend, dit derrière embauche, dit reprise, dit diminution du chômage partiel, etc., etc. Et donc, pour moi, ce sont les premiers litres d'essence qu'on remet dans le moteur de la machine pour que la voiture ne cale pas et qu'elle puisse reprendre et redémarrer. Sur la question de la deuxième temporalité, de la relance économique, de la reconstruction, pour moi, c'est une deuxième temporalité qui va avec les accords politiques. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que la Nouvelle-Calédonie veut faire? Qu'est-ce que la province Nord veut faire? Qu'est-ce que la province des îles veut faire? Qu'est-ce que la province Sud veut faire en matière de développement économique? Et je vais dire, en matière surtout de correction par rapport à ce qui a été fait depuis 30, 40 ans. Et ça, c'est une question qui se pose à tous collectivement, mais c'est une question qui se pose à chaque collectivité individuellement également. Je parlais juste des provinces et du gouvernement, mais la question, elle peut se poser aussi aux différentes mairies. Parce que quoi qu'on en dise, même si les mairies, j'ai été maire, on n'est pas, on va dire, compétent en matière de développement économique, on est aussi responsable de créer les bonnes, on va dire, l'atmosphère qu'il faut pour qu'il y ait une émulsion et un développement économique dans notre territoire communal. Donc cette question, elle se pose à tout le monde. Et elle est liée également à la recherche d'accords politiques dans lesquels on est aussi partie prenante. Donc ça, pour moi, c'est une deuxième temporalité où il va falloir vraiment qu'on se pose la question tous et qu'on se dise ce qui a été fait pendant 30-40 ans d'accords de Matignon et d'accords de Nouméa, c'est ça. Qu'est-ce qui a été fait de bien? Qu'est-ce qui a été fait de mal? Et moi, je l'ai dit dans les discussions politiques, le bilan économique des accords, c'est l'État qui l'a fait. Ce n'est pas nous, les Calédoniens. Nous, on n'a pas fait notre propre bilan. À un moment donné, il va falloir qu'on prenne nos responsabilités en tant qu'institution, en tant que collectivité en Nouvelle-Calédonie, et qu'on se dise qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal. Pas pour critiquer les uns ou les autres, mais pour se dire comment est-ce qu'on se projette dans cette deuxième temporalité et c'est quoi le modèle économique qu'on veut développer. Peut-être qu'il n'y a pas un seul modèle économique. Peut-être qu'il y a un modèle économique à développer dans le Nord, un autre dans les îles, un autre dans le Sud, un autre dans la commune de Vaud, un autre dans la commune de Koumak, un autre dans la commune de Puebo. Comment est-ce qu'on répond et comment est-ce qu'on trouve des solutions non seulement collectives, mais individuelles à tout ça? Et vous-même, je sais que vous présidez un gouvernement collégial et qu'il s'agit de mettre un peu tout le monde d'accord et d'entendre tout le monde et d'écouter tout le monde. Mais Alcide, votre point de vue à vous, plus personnel, qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'il ne faut plus reproduire pour la suite? Déjà, le 18e gouvernement, je pense qu'il est peut-être un peu pareil que le 17e gouvernement en termes d'exigence d'action. Parce que la situation dans laquelle était le 17e gouvernement et l'est aujourd'hui le 18e gouvernement, c'est une situation quasi identique. Et donc pour moi, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas la collégialité qui prime. Ce sont les problèmes qui sont devant nous. On laisse la collégialité de côté, on prend les problèmes un à un et on règle ces problèmes-là. Donc je pense que le 17e et le 18e gouvernement, on est dans cette démarche-là. Mais c'est vrai qu'il faut gérer la collégialité en interne et qu'il faut avancer avec tout le monde parce que c'est le propre de l'accord de Nouméa, l'accord qui a instauré le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et sa façon de fonctionner. Je pense que les problèmes sont trop énormes pour qu'on puisse
piloter le gouvernement de façon arrangement politique, etc., etc. Mais en tout cas, c'est ma propre conviction. Et je l'ai partagée avec mes collègues du gouvernement pour leur dire, je pense qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Les problématiques que la Calédonie à laquelle doit faire face la Calédonie aujourd'hui exigent qu'on outrepasse ces discussions qui peuvent durer des heures et qu'on puisse trouver des solutions assez rapidement. Vous me posez la question, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait? Je n'ai pas la prétention de répondre à cette question-là, mais quand on essaye d'analyser, par exemple, les racines profondes de ce qui s'est passé en 2024, et d'ailleurs les universitaires ont écrit un livre là où ils ont recueilli des données de chaque politique, etc., les ressentis et tout. Et le travail de M. d'Angleviel. Frédéric d'Angleviel et toute l'équipe. Je pense que, je disais tout à l'heure, il faut qu'on fasse notre propre analyse en Nouvelle-Calédonie, indépendantiste et non indépendantiste. Tous ceux qui ont été au pouvoir, tous ceux qui ont géré la Calédonie, tous ceux qui ont géré les mairies, etc., etc. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'il y a certaines mairies qui sont plus développées que d'autres. Mais ça, c'est des réalités. Et il faut se dire les réalités, pas pour se critiquer, encore une fois, je le redis, pas pour se critiquer les uns les autres, pas pour dire que les indépendantistes sont moins bons que les non-indépendantistes. Non, c'est pour se dire, ben, on a mal fait ici, comment est-ce qu'on peut mieux faire ici? Donc, je n'ai pas forcément la prétention de dire qu'est-ce qu'il faut améliorer ou pas. Si vous me posez la question, qu'est-ce qui a été bien fait ou qu'est-ce qui a été mal fait, je vais juste prendre un exemple. Les accords, ce sont des accords de rééquilibrage. Qu'on le veuille ou pas, quand on arrive au bout des accords, ben on voit la population dans le sud, elle a augmenté. La population dans le nord et dans les îles, elle a diminué. Les outils économiques qu'on a essayé de faire, etc. et tout, ils sont tous quasi morts ou sous perfusion aujourd'hui. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et c'est ça qu'il faut se dire. Et qu'il faut creuser, qu'il faut chercher. Pourquoi les gens continuent à descendre ici? Pourquoi est-ce que nos structures, elles n'ont pas fonctionné? Pourquoi est-ce que tout ce qu'on a essayé de faire de part et d'autre, ça n'a pas fonctionné? Et voire même, ça a fermé. Il ne faut pas avoir peur de tout ça. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on doit le faire pour les générations qui viennent après nous. Et ça, c'est une responsabilité que l'on a tous collectivement. C'est un sujet qu'on a beaucoup abordé dans la semaine avec nos différents invités. Le poids du secteur public et une certaine perception d'injustice de la part des TPE patentés. Le secteur public représente désormais, ce n'est pas officiel, mais c'est des données qui nous sont remontées, représente désormais 35% de l'emploi total de la Nouvelle-Calédonie, avec des salaires moyens 48% supérieurs à ceux du privé. Je parlais du sentiment d'injustice dans le privé. Dans un contexte où 11 600 emplois privés ont effectivement été du coup détruits l'an dernier. Quelles réformes vous envisagez pour rééquilibrer les choses, sachant que ça n'est pas tenable encore très longtemps, un tel modèle? Mais vous savez, le secteur public, on va dire, toutes les politiques publiques qu'on peut développer dans les institutions, que ce soit au gouvernement, à la province, aux communes ou dans nos établissements publics, elles sont financées par une activité économique qui génère des recettes fiscales. Et donc, le déséquilibre dont vous parlez est ressorti depuis l'année dernière et cette année parce qu'il y a eu énormément de structures privées qui ont été détruites. Et quand je dis aux gens que si vous pensez qu'en 2025, ça va être dur, je pense que 2026, ça va être plus dur encore. C'est ce que tout le monde nous dit. Voilà. Ça va être plus dur encore parce que les vrais impacts. Aujourd'hui, les gens, ils payent des impôts ou les entreprises, des activités qu'ils ont eues l'année dernière, etc., etc. Aujourd'hui, en 2025, si la reprise économique n'est pas là, si l'activité économique n'est pas là, etc., etc., on n'aura pas beaucoup de recettes fiscales en 2026. D'ailleurs, heureusement que l'État nous a accompagnés en 2025 et qu'il y a encore une petite part de l'enveloppe pour 2026 pour nous accompagner, parce que sinon, on ne saurait pas faire.
Et c'est là que souvent, on met en face le public et le privé. Je pense qu'il ne faut pas les mettre en face, mais il faut être clair. Pour pouvoir générer des recettes fiscales, il faut qu'il y ait de l'activité économique. On me dira peut-être que je suis libéral, etc. et tout, mais il faut qu'il y ait des entreprises qui travaillent. Il faut qu'il y ait des entreprises qui créent de la richesse. Il faut qu'il y ait des gens qui bossent pour pouvoir payer des impôts à la fin, surtout dans le privé, pour pouvoir financer toutes les politiques publiques que l'on a. C'est sûr que si à un moment donné, on a plus de dépenses publiques que de recettes fiscales générées par l'activité économique en général, ben le gap, à un moment donné, on ne pourra pas le combler. Si ce n'est peut-être avec les subventions ou les aides que l'État nous donne. Mais ça, ce n'est pas tenable non plus. Ça, ce n'est pas tenable. Donc il faut à un moment donné un retour à l'équilibre, mais le retour à l'équilibre se fait par la relance économique. Se fait par la relance économique, non seulement par ce que j'ai dit tout à l'heure en termes de reconstruction, etc. et tout, mais ça, c'est toujours des fonds publics qui financent tout ça. Mais c'est aussi qu'on puisse relancer, et là, je ne suis pas objectif quand je dis ça, que l'on puisse relancer nos activités minières et métallurgiques. J'ai dit précédemment, quand la mine va mal en Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie tousse. Elle est malade. Et donc, je le redis, il faut que l'activité minière reprenne, parce que l'activité minière, qu'on le veuille ou pas en Nouvelle-Calédonie, c'est pour l'instant notre locomotive qui tire toute l'économie calédonienne. Donc il va falloir qu'on trouve des partenaires pour les usines, l'usine du Sud, l'usine du Nord, la SLN, qu'est-ce qu'elle fait, etc. et tout. Ce sont des questions qui se posent à tous les Calédoniens. Parce que si on n'arrive pas à trouver de solution pour ces structures-là, si nos mines ne fonctionnent pas, je ne donne pas cher de notre peau, quoi. J'aurais aimé avoir votre avis sur ce que propose la présidente du Congrès, Velma Falaeo. Alors d'une part, sur l'évaluation des politiques publiques, ce que vous en pensez, et aussi sur les dispositifs de démocratie participative, d'ateliers citoyens, de commissions ouvertes à la société civile. Est-ce que ce type d'approche, ça vous paraît crédible? Est-ce que même ça rendrait enfin possible un certain nombre de réformes qu'on n'a pas pu exécuter depuis des années? Déjà, en termes d'évaluation de politique publique, moi, je suis très, très preneur de ça. Je suis très, très preneur parce que moi, je viens du monde du privé. Je viens du monde du privé où, dans des grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, vous avez des équipes de production qui travaillent et vous avez des équipes de contrôleurs, d'auditeurs qui, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, viennent auditer, vérifier que les process sont conformes, que les process sont respectés, que tout ce qui est mis en place porte ses fruits. Parce que dans le privé, on gère l'argent des actionnaires et que les actionnaires, à un moment donné, nous demandent des comptes. Donc je trouve que c'est tout à fait normal que l'on puisse l'avoir dans le public, ces dispositifs d'évaluation de politique publique. Donc je sais que Mme Falaeo, on a échangé sur ce sujet, et donc on est très très partie prenante dans on va dire la mise en place d'un tel dispositif, parce que la société d'aujourd'hui, c'est plus la société des années 1980 ou des années 1970. La société, elle évolue, les enfants, les jeunes sont sur des réseaux sociaux. Le citoyen d'aujourd'hui, c'est plus le citoyen d'avant. Les citoyens d'aujourd'hui, quand on voit les choses, ils sont très très exigeants. Et c'est normal parce que les gens payent des impôts, les gens, on leur demande de payer des charges sociales, on demande de cotiser, on demande de payer ci, de payer ça. Et donc, quand on développe des politiques publiques, il faut que ça parle aux citoyens. Et donc, c'est vrai que peut-être que par erreur, pendant des années, on ne l'a pas fait ici en Nouvelle-Calédonie,
Mais il n'est jamais trop tard. Donc je pense que ce dispositif-là mis en place, je pense qu'il faut qu'on l'accompagne. Qu'on l'accompagne, qu'on le fasse, etc. et tout, à ce que ça puisse se développer. C'est un premier pas. Et je pense pour moi que c'est un outil qui va se peaufiner au fil du temps, au fil de l'évolution. Je disais que le citoyen d'aujourd'hui, ce n'est pas le citoyen d'hier, mais le citoyen de demain, ça ne sera plus le citoyen d'aujourd'hui. Les choses évoluent. Et le monde évolue. Et je vais dire que les choses évoluent très, très, très rapidement aujourd'hui. Je pense que moi-même, en tant que responsable politique, dans 5-10 ans, je serai dépassé. Je n'ai pas peur de le dire. Hein. J'ai des enfants qui ont 20, 18, 17 ans. Ça turbine déjà dans le cerveau les questions qui nous sont posées, les préoccupations qui sont les leurs aujourd'hui. Ben, je pense peut-être que dans 5-10 ans, je serai dépassé. Moi, à mon âge, j'aurai 60 ans, 65 ans. Je pense que je serai plus à même de pouvoir répondre à ces préoccupations-là. Et ce n'est pas parce que je serai trop vieux ou quoi ou qu'est-ce, c'est juste parce que le monde, il va vite et puis ça change tellement vite. Et la transition est toute trouvée pour des citoyens d'aujourd'hui plus exigeants et qui vont changer et qui veulent, qui attendent une autre pratique de la démocratie pour en revenir à la démocratie participative. C'est ça. Et donc, vous voyez, quand vous me parlez de démocratie participative, des fois j'ai l'impression, les gens qui disent « ouais, on n'est pas pris en compte, on n'est pas là, etc. » et tout. Mais non, mais c'est faux. C'est faux. En Calédonie, il y a le CESE qui a la charge de représenter la société civile. Le CESE est constitué de représentants de syndicats, de patronats, d'associations, d'associations environnementales, vous avez tout dans le CESE, et qui normalement ont la charge de représenter ça. Il y a des organisations sociales qui concernent les patrons, qui concernent les salariés, qui ont également la charge de porter la voix de toutes ces, on va dire, toutes ces forces vives qu'ils représentent. En Calédonie, on a la particularité d'avoir un Sénat coutumier qui a aussi été mis en place ici pour porter la voix des Mélanésiens, qui sont de statut coutumier et qui ont des questions spécifiques au statut coutumier et qui concernent nous, les Mélanésiens. Mais tout ça, ce sont des outils qui ont été mis en place à l'époque pour pouvoir faire parler la société civile. Donc la question aujourd'hui, pour moi, la question, elle est mal tournée. Ouais, la société civile, elle n'est pas entendue, etc. et tout. OK. Bon, on fait quoi de tous ces dispositifs qui existent aujourd'hui? Est-ce que ce sont des dispositifs qui sont suffisants? Est-ce qu'ils sont assez représentatifs? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que ces dispositifs sont assez représentatifs? Est-ce qu'il n'y a pas eu une dérive aussi où les représentants dans ces dispositifs-là, ils sont tendus un peu vers de la politique et que maintenant les gens ne se retrouvent pas? Mais il faut se poser les vraies questions. Parce que je pense, moi, qu'en termes organisationnels, la structure globale et tout, et ça ne date pas de nous. Hein. Je veux dire, c'est le général de Gaulle qui a créé les comités environnementaux, etc., et tout, économiques et tout. Ça date du général de Gaulle. C'est plutôt jeune. Hein. Voilà, c'était pour représenter la société civile. Mais si ces structures-là ne répondent pas aujourd'hui à ce qu'attend la population, il faut vraiment qu'on pose le débat et puis qu'on se dise, est-ce qu'il ne faut pas nommer les gens différemment dans ces structures-là? Parce que c'est peut-être aussi là où ça fait mal. Parce qu'il y a un lien fort entre le politique et ces structures. Dans la nomination. Moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat. Il ne faut pas se tromper de débat. C'est vrai, il y a eu les gilets jaunes en France, il y a eu toutes ces choses-là, etc., etc. Mais est-ce qu'en créant plusieurs couches Vous savez, moi, j'ai un vieil adage que j'ai appris dans les cours d'économie à l'époque. C'était « trop d'impôts tue l'impôt ». Vous savez, moi, j'ai presque envie de dire que ça s'applique tout partout. Hein. Trop de démocratie, est-ce que ça risque pas de tuer de la démocratie à un moment donné et de créer de l'anarchie? Il faut se poser les vraies questions. Donc moi, je pense que la question, elle est légitime, cette question-là, de la voix de la société civile, mais il faut prendre la question par le bon bout.
C'est mon point de vue. On a parlé économie, on a parlé démocratie. Et là, j'aimerais qu'on creuse un petit peu plus dans nos démons en Nouvelle-Calédonie sur les questions d'identité. On a coutume de dire ici qu'on vit au pays du non-dit. Mais pas dans cette émission. On se dit les choses, et parfois des choses qui sont douloureuses, mais à force de non-dit, on tombe dans le déni, ce qui est encore pire. Bien sûr, quand on est dans un petit pays, il n'est pas question de se heurter les uns aux autres, etc. Et je m'excuse de vous poser la question, mais c'est un terme que j'ai trop souvent entendu au sujet des Mélanésiens partisans de la France, et parfois même de responsables politiques indépendantistes respectables. C'est à se demander ce que pensent ceux que l'on jugerait moins respectables. Donc je vous pose la question directe et de façon un peu frontale, et je vous demande de m'en excuser. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle vulgairement un Kanak de service? La question, elle me fait sourire. Voilà, la question, elle me fait sourire. À l'époque, pendant les événements, j'ai posé la question à mon père, à un moment donné, pourquoi est-ce que les cousins ils disent qu'on est facho? Parce que c'est arrivé dans les événements 84, 88. Et mon papa me disait à l'époque, écoute, travaille. Et tu travailles avant pour ta communauté. Il faut les aider. Il faut les aider. J'ai envie de dire, oui, je suis le Kanak de service des Kanaks. Parce que moi, si je suis là où je suis, si j'ai travaillé comme j'ai travaillé, dur, et les Kanaks ou les Calédoniens ou les Australiens avec qui j'ai travaillé, ou les Canadiens, les étrangers avec qui j'ai travaillé savent comment je travaille dur, je ne compte pas mes heures, etc. et tout. Mais je le fais aussi, c'est pour montrer l'image à tous mes frères que nous, les Kanaks, les Mélanésiens, on est capable d'assumer. On est capable d'assumer. Et j'allais dire que ça me fait sourire, parce que votre première question tout à l'heure, c'était vous êtes le premier Kanak non indépendantiste président du gouvernement. Et je vous ai dit, mais je suis le deuxième Kanak président du gouvernement, après Louis Mapou. Par contre, je suis le premier Kanak président du parti traditionnel ici en Nouvelle-Calédonie, le RPCR. Et je pense sincèrement que sur les 1000 et quelques adhérents du rassemblement, j'ai dû en recueillir entre 700 et 800 voix, je ne sais plus combien, que je ne suis pas le Kanak de service des gens, mais que les gens ils m'ont confié cette responsabilité-là parce qu'ils ont confiance en l'homme que je suis. Et vous savez, je vais dire aussi que dans le monde du privé, j'ai assumé de hautes responsabilités. Que ce soit à l'ASLN où j'ai travaillé pendant 10 ans, ou que ce soit au Koniombo Nickel où j'ai travaillé pendant 14 ans jour pour jour. Et j'ai assumé dans ces deux entreprises de très hautes responsabilités. Je pense que les Français qui m'ont confié la responsabilité au sein de l'ASLN, ou les étrangers, canadiens, australiens, sud-africains, qui m'ont confié les responsabilités au sein de Koniombo Nickel, l'ont fait parce qu'ils ont vu un homme d'entreprise, un leader, au-delà de son ethnie, au-delà de ses convictions politiques et tout, qui était capable de travailler et de travailler et de travailler. Donc voilà, la question, elle me fait plus sourire, mais je suis là où je suis parce que je pense que je porte des convictions qui sont profondes, qui viennent de plus profond que ça. Et je vais finir en disant qu'ils viennent des fondements qui ont créé l'Union calédonienne. L'UICALO, l'association des anciens de l'Église catholique,
et de l'AICLF, l'association des anciens des églises protestantes, dont mon grand-père faisait partie. Et je crois que je suis dans la lignée de ce que ces anciens ont fait à l'époque quand ils ont créé l'Union calédonienne. Avant de se diviser pour la question de l'indépendance, ils ont créé cette structure d'Union calédonienne à l'époque avec la devise « deux couleurs, un seul peuple » pour pouvoir se gérer ici en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, si ça plaît à certains que je sois leur Kanak de service, pourquoi pas, mais je pense que je suis un des Mélanésiens, des Kanaks, qui est le plus au service de la communauté mélanésienne parce que je veux qu'on sorte la tête de l'eau, je veux qu'on réussisse et je veux qu'on s'assume tel qu'on est ici. Et vous savez, moi je fais partie des cinquantenaires aujourd'hui parce que j'ai eu mes 50 ans la semaine dernière. Je fais partie des cinquantenaires aujourd'hui qui, dans une coutume qui touche mon clan, je fais partie de ceux qui portent la parole du clan. Parce que je sais d'où je viens, je sais où sont les racines profondes de mon clan, je sais où est mon caillou, je sais où est l'histoire. Je suis debout parce que quand on se sent, comme moi, mélanésien, ce n'est pas de la politique. Ça vient vraiment du profond de la terre d'où on vient. Bon anniversaire. Merci. Mais alors, je me suis renseigné sur vous, avec vos anciens camarades de classe. Et ça n'a pas dû être facile tous les jours quand même, en particulier quand vous étiez plus jeune, collégien, lycéen, étudiant. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça va même être plus que difficile de grandir. Est-ce que vous avez grandi avec le sentiment, j'ai même du mal à le dire, d'être un traître envers les vôtres, envers la cause kanak? Quand je dis cause kanak, je dis cause indépendantiste, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on était... Mais ça, c'est quand j'étais plus petit, au collège. On a été traité 2 ou 3 fois par des cousins même, hein, de fachos. Voilà. Après, je pense que quand j'ai entendu l'explication de mon feu pater, qui me disait fils, t'en occupe pas, travaille parce que la cause mélanésienne a besoin de gens qui travaillent à l'école et qui bossent et qui bossent et qui bossent. Je ne m'en suis pas trop occupé. Et quand je suis arrivé au lycée, ben, tous mes copains, ils étaient indépendantistes, au fait. Et mon meilleur copain qui était assis avec moi à l'école, au lycée, d'ailleurs, il n'est plus de ce monde, parce qu'il est décédé il y a 4-5 ans de ça, c'était le fils de Yewone, Damien Yewone. Ah ouais. Et c'était mon copain à l'école, au second, première. Et donc, on était 2 ou 3 copains, là, avec mon copain Wilfred Williams du Nord. Donc, fils d'un donc, grand il y avait leader, un copain des îles, un copain du Nord, un Caldoche, et puis moi, qui était de la côte Est. Et je crois que j'en ai souffert plus quand c'était la période des événements, en 84, 86 et tout. Après, je pense que j'ai fait fi de ça. Et tous mes copains, hein, je veux dire, j'étais avec Florent Namboumé à l'école, qui était le neveu de Paul Néautine. J'étais avec Paul Nanyakarawa, qui, voilà, ce sont mes copains qui sont indépendantistes aujourd'hui. Et je vais dire que on se respectait beaucoup. Et je le vois aujourd'hui. J'assume des responsabilités qui sont hautes. Et quand je les vois, ben, les copains m'encouragent. Voilà. Comme quoi, derrière les postures... Ouais. Intéressant, intéressant. C'est intéressant. Est-ce que... Quel regard vous portez aujourd'hui sur la coutume mélanésienne? Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, doit évoluer, se retient d'évoluer parce que
l'indépendance n'a pas encore été attrapée, donc ce serait presque dangereux de la faire évoluer au risque de la voir se diluer. On a reçu beaucoup de jeunes Mélanésiens, je dis jeunes, 30 ans, 35 ans, également des femmes qui respectueusement nous disent bon, bah, il n'y a toujours pas le mot femme dans la charte des valeurs kanak, peut-être qu'ils l'ont oublié. Comment vous aimeriez voir évoluer aujourd'hui la coutume sans rompre avec ses racines? Vous savez, cette question, ça me fait drôle parce que quand j'ai travaillé mon devoir de maîtrise à l'époque à Toulouse, et la question sur laquelle je travaillais, c'était justement la coutume, doit-elle évoluer ou pas? À la fin de mon mémoire, ben, en fin de compte, je me suis dit à l'époque que c'était une fausse question que je me posais. Parce qu'en fin de compte, la coutume, elle avait déjà évolué. Et la coutume, elle continue d'évoluer. Peut-être pas assez vite pour certains ou certaines, peut-être pas assez vite pour les jeunes, mais c'est quoi la coutume? Au fait, c'est quoi la coutume? La coutume, c'est notre façon de vivre. La coutume, c'est notre façon d'être. La coutume, c'est notre façon de voir notre lien qu'on a avec l'autre. C'est ça la coutume chez nous, les Kanaks. Et la coutume, elle évolue. La coutume d'aujourd'hui, ce n'est pas la coutume que les vieux pratiquaient dans les années 60. Ce n'est pas la coutume que les vieux pratiquaient dans les années 50. Donc la coutume, elle a évolué. Et la coutume, elle continuera d'évoluer. Et je crois que c'est la conclusion de mon mémoire à l'époque, c'était de dire toute société qui n'évolue pas est une société qui se meurt. Moi, je vous le dis, avec toute la franchise que j'ai, parce qu'au fond, je suis quelqu'un de très, très traditionnaliste. Je suis quelqu'un de très, très coutume. Je suis quelqu'un de très, très carré dans la façon de faire la coutume dans mon clan, dans ma famille. Et des fois, j'ai du mal avec certaines choses, mais parce que je pense que je suis trop traditionnaliste. Vous savez, j'ai une fille qui va se marier un jour. Et nos mamans, même ma femme, quand elle s'est mariée, quand elle a été mariée chez moi, les vieux lui ont dit, pour la coutume de mariage, tu vas t'asseoir là-bas et tu vas mourir là-bas. Ça, ce sont des paroles de coutume. Ça, ce sont des paroles de coutume. Quand on fait un mariage, quand on assoit une fille. Mais vous savez quoi? Moi, je pense que je ne serais pas capable de dire ça à ma fille. Quand tu vas te marier, tu vas t'asseoir là-bas et tu vas mourir. Je l'ai déjà dit à ma fille. Mais pourquoi je pense ça? C'est parce que la société, elle évolue aujourd'hui. Vous avez des femmes qui se font battre. Vous avez des... Voilà. Et la coutume, elle doit regarder tout ça. Elle doit regarder tout ça. Si une fille à un endroit, elle n'est pas bien, etc. et tout, c'est pas parce qu'on a dit dans une parole coutumière qu'elle doit être assise là et tout, qu'elle va mourir avec sa souffrance. Moi, j'ai dit à ma fille, le jour où tu te maries, si elle se marie avec un Kanak, dire, papa, il va t'asseoir là, mais si ça ne va pas, tu reviens. Et ça fait partie des choses dans la coutume où il faut travailler dessus. Donc, qu'on le veuille ou pas, la coutume, elle bouge de toute façon. Après, est-ce qu'on travaille pour piloter son évolution ou pas? Peut-être pas. Peut-être qu'on subit. Mais ça, c'est une question qui se pose aux Mélanésiens en général. C'est à nous de... Voilà. Et je vous disais tout à l'heure, la responsabilité du clan à Kwawa, de manger l'igname avant. Mais vous savez, ça, c'est un principe coutumier qui est fondamental. Et les gens, ils ont peur à Kwawa. Et les gens, ils attendent à Kwawa que la fumée chez moi au mois de février, au fin février, début mars, elle soit... qu'ils voient la fumée et qu'ils sachent qu'on a mangé l'igname pour qu'eux puissent manger leur igname. Mais ça, c'est un des principes traditionnels et tout coutumiers chez moi que c'est comme ça, c'est assis, on nous a élevés là-dedans, on nous a dit que c'était comme ça et on le fait. Et moi, je le dis à mes enfants, mes garçons, que ça doit se passer comme ça. Donc,
Voilà un peu mon rapport avec la coutume et je pense, oui, sincèrement, que ce n'est pas une question que la coutume, elle doit évoluer ou pas. Non, c'est la coutume, elle évolue. Voilà. Il faut continuer. Si on ne veut pas perdre notre identité, à nous, Kanaks, ce que nous sommes, nos liens entre nous, les clans, les familles et tout, toutes les racines profondes, ben, il faut faire évoluer notre coutume et il faut la faire vivre. Et pour la faire vivre, il faut qu'on puisse l'adapter. Et je finirai en disant, vous savez, le Kanak, c'est celui qui a son igname et son taro. Moi, j'entends beaucoup de gens, là, Kanaki, si, ça. Le Kanak, c'est celui qui a son igname et taro. Ben, avec mes garçons, et ma femme, et ma fille, quand il y a une coutume à Kwawa, j'arrive avec mon igname. Des grosses ignames, j'arrive avec mes tarots. C'est ça. Et quand on fait une coutume, on sait pourquoi on va sur tel travail coutumier ou tel travail coutumier. C'est ça, être Kanak. Ce n'est pas être indépendantiste ou pas indépendantiste. Hein. Le fondement de l'identité Kanak, elle est dans le lien que nous avons et la façon dont on le cultive, la façon dont on l'entretient et la façon dont on respecte ces liens-là, qui va au-delà des liens de travail, des liens de politique, des liens, etc., etc. Après tout ce qui s'est passé, les tensions et le racisme est exacerbé aujourd'hui, au point que ça devient presque un prérequis que de casser ça pour réussir à entamer la discussion parfois. Enfin, je n'ai pas de questions faciles là-dessus ou un peu trop essentialisées, mais déjà, est-ce que vous pensez que le racisme anti-blanc, ça existe en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il a seulement un sens plus large? Mais vous avez déjà répondu, enfin, j'imagine que vous répondriez aux jeunes rebelles un peu trop endoctrinés sûrement, qui scandent Kanaki au Kanak. On a entendu même des mamans essayer de raisonner les jeunes parfois sur les barrages et se prendre au visage fausse Kanak. Comment est-ce qu'on dépasse tout ça maintenant et à la lumière des valeurs qui nous ont été transmises, comment est-ce qu'on fait pour en revenir aussi un peu à nos origines? Vous parlez tout à l'heure de deux couleurs, un seul peuple. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser tout ça maintenant? La question, elle est compliquée. La situation, elle est compliquée. J'ai presque envie de dire qu'il y a du racisme dans les deux sens. L'un a provoqué l'autre et l'autre a réagi à l'autre. C'est compliqué et c'est difficile. Mais ce qui est compliqué et difficile, c'est la situation. Mais vous savez, je pense, et moi je parle pour nous les Mélanésiens, je pense que les outils, je vais dire qu'on a un outil qui est à notre disposition. Cet outil-là, ça coûte 0 franc. Ça coûte 0 franc. Ça coûte rien. Et moi, j'ai été élevé avec cet outil-là. C'est la parole des parents à la maison. La parole de l'éducation. Souvent, on dit l'éducation, c'est compliqué. Mais non. L'éducation, c'est simple. Il y a ce qui est bon et il y a ce qui n'est pas bon. Je prends un exemple. Voler, c'est bon ou c'est pas bon? Ben non, c'est pas bon. Il faut expliquer à l'enfant, c'est pas bon. Insulter, agresser, etc. C'est bon, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Donc je pense, moi, que si on n'élève pas nos enfants à ce qu'on veut, ou on ne les éduque pas pour les amener là où on veut, on aura toujours ces problèmes-là devant nous au moment de l'adolescence. Parce que tout ça, ça jaillit quand? Ça jaillit quand les jeunes, ils commencent à être... voilà. Maintenant, c'est descendu un peu plus là. 12, 13, 14, etc. Et tout. Mais l'éducation des enfants, ça se passe quand? Ça se passe entre 0 et 5, 6 ans. C'est là. C'est là. Vous savez, moi, je dis souvent là,
J'entends souvent, ah, il faut qu'on fasse des études sociologiques de ci, de ça, de ci, de ça. Des trucs qui coûtent de l'argent, des trucs qui coûtent de la salive, on parle des heures et des heures. Et à un moment donné, il faut arrêter de parler, quoi. Quand on fait des enfants, on les accompagne, on les assume. On les élève, on les éduque. Et je dis, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien d'être avec les enfants à la maison, de leur parler à l'heure du repas, à l'heure du petit déjeuner le matin. D'échanger, surtout sur l'école, sur la vie. 0 franc. 0 franc. Et ça, je profite de votre antenne. C'est un message qu'il faut qu'on passe. On doit passer ce message-là. Il y a un autre message aussi derrière, c'est le message politique. Moi, je suis un responsable politique. Vous pouvez ressasser toutes mes interventions à la télé, à la radio. Toutes mes interventions sont toujours empreintes de bienveillance et de prudence. Et quand je dis les choses, quand je débat avec le député Chibaou sur des campagnes législatives, je dis les choses de façon très respectueuse, directe, mais très respectueuse. Parce qu'on est là et on a des gens qui nous entendent derrière. Et donc, c'est aussi cela qu'il faut à un moment donné que notre jeunesse, elle part en vrille, parce qu'il y a des paroles de responsables qui sont là. Donc il faut qu'on fasse attention à tout ça. Ça, c'est le deuxième pan. Après l'éducation, la responsabilité à la maison et tout, je n'ignore pas aussi que nous, en tant que responsables, on a aussi cette forme de responsabilité qui est là, de faire attention. De faire attention, d'avoir de la bienveillance. Ce n'est pas interdit d'avoir des idées qui sont contradictoires. Et moi, je respecte ceux qui ne pensent pas la même chose que moi au niveau politique. On est en démocratie, c'est le propre de la démocratie de ne pas avoir les mêmes idées et de faire les choses pour toujours le bien de la population. Et donc, je pense aussi que ça fait partie des choses aussi, il faut faire attention. Je n'ai pas forcément de solution aujourd'hui pour régler cette problématique-là. Ça va prendre du temps, ça va demander des efforts de part et d'autre, mais je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver si chacun fait preuve d'empathie. Et l'empathie, c'est de se dire à un moment donné, je me mets à la place de l'autre pour ressentir ce que l'autre ressent. Voilà. Et moi, je le dis souvent à mes enfants, avant de faire parler de quelqu'un, etc. et tout, clignez de l'œil et mettez-vous juste une seconde dans sa tête pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il va ressentir ce qui va être dit. Donc la bienveillance, l'éducation et la bienveillance des responsables politiques et tout, on est là pour parler de conviction. C'est quoi la société qu'on veut demain? On n'est pas là pour voilà, soulever la haine. Et j'aimerais vous lire un petit texte que j'ai retrouvé. Et vous allez tout de suite savoir de qui il est. Mais aujourd'hui, il n'est plus aux manettes, mais je pense que ce texte et sa clairvoyance méritent un peu la postérité. Et j'aime bien ce texte parce que tout à chacun devrait peut-être le garder en mémoire pour les discussions qui vont arriver. Je cite, « Aujourd'hui, nous nous acheminons vers un référendum brutal qui déjà nous contraint, les uns et les autres, à adopter des postures, à camper sur nos positions et à privilégier la confrontation. Ce référendum conduira à des surenchères, à des tensions, à des divisions. Oublieux de notre histoire récente, faite de concessions et de compromis, nous nous réfugierons dans des rôles figés, nous nous raidirons sur des postures déjà éprouvées. Chacun se raccrochera à des slogans sans avoir conscience qu'il incite chaque camp à ne parler qu'à lui-même et pire, à ne s'adresser qu'à ses franges les plus activistes et les plus ultras. Il incitera les jeunes en déshérence à manifester leur rébellion. Et surtout, ce référendum mettra en évidence une partition politique de fait de la Nouvelle-Calédonie. Tout ce que nous avons patiemment élaboré et construit ensemble, tout ce cheminement difficile qui nous a fait choisir la réconciliation, la reconnaissance de l'autre, les concessions réciproques, la recherche du consensus, le partage des responsabilités, tout ce qui fonde cette exemplaire exception calédonienne au sein de la République française sera irrémédiablement perdu. Vous reconnaissez ce texte?
Tout à fait. Et je l'assume aussi. J'assume aussi ce texte-là en tant que quatrième président du Rassemblement. Pour ceux qui ne connaissent pas ce texte, si j'ai bonne mémoire, c'était des mots prononcés par Pierre Frogier en 2016, donc 2 ans avant le premier référendum. C'est ça. Et qui est d'une actualité incroyable. On peut le dire, Pierre Frogier avait raison. Ben écoutez, à l'époque, quand il a sorti ça, quand il a proposé de trouver une autre voie que celle des référendums, le président du Rassemblement, qu'il était à l'époque sénateur, a été critiqué. Il y a eu ensuite des manigances politiques pour le sortir de son rôle de sénateur. Il n'est plus aujourd'hui sur la classe politique. Mais cette clairvoyance-là, j'ai envie de dire que je ne vois personne qui a cette clairvoyance-là aujourd'hui. Il avait raison, oui, mais ça sert à quoi de dire qu'il avait raison? Il aurait fallu dire « il a raison ». Il aurait fallu dire « il a raison » en 2016 et de dire « assoyons-nous, trouvons un autre chemin pour ne pas y arriver ». Le problème aujourd'hui, c'est qu'on y est. Et donc, on est arrivé au bout de la coulisse, mais on n'arrive pas à trouver la sortie de la coulisse. Et c'est ce qui est en face de nous aujourd'hui, et c'est ce qui nous rend difficile la tâche. Mais j'ai envie de dire que chaque jour qui passe, ça nous rapproche de l'objectif. C'est un peu ce que je dis pour essayer de me dire qu'on va y arriver. Mais je vais dire aussi que j'ai confiance aux hommes et aux femmes. Parce que la Calédonie a connu les moments les plus pires de son histoire dans les années 84, quand il y a eu les événements. Et souvent, beaucoup veulent comparer 2024 à 84, mais ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. 84, c'était quasiment une guerre civile. Et donc, à un moment donné, des hommes, c'est des femmes, parce qu'on parle beaucoup de Jacques Lafleur, de Jean-Marie Tjibaou, mais ils étaient entourés d'hommes et de femmes qui ont fait à un moment donné qu'ils ont trouvé une solution pour avancer. Aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de figure charismatique, emblématique aujourd'hui dans les groupes politiques qui se confrontent, mais je crois, moi, en l'intelligence collective des hommes et des femmes qui discutent aujourd'hui pour trouver une solution qui puisse apaiser les choses et surtout donner de la visibilité et de la bienveillance aux Calédoniens. C'est ça notre objectif. Ce n'est pas l'objectif d'être indépendant ou pas. Ce n'est pas ça qui va nous emmener le pain sur la table demain, quoi. C'est de trouver une certaine forme de gouvernance, un projet de société qui va nous propulser plus loin là-bas et faire à ce que les Calédoniens puissent vivre ensemble dans la paix, retrouver ce que les anciens ont fait à l'époque, cette paix où on vit ensemble et tout, parce que je suis persuadé qu'au plus profond de la société calédonienne, les gens le veulent. Alcide Ponga, Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci à vous.